Bonjour mes élèves de troisième, on se retrouve ensemble pour poursuivre notre cours sur nos défenses, c'est-à-dire notre système immunitaire. On va donc retourner sur le magnifique site de Madame Dussert et faire la partie grand E. Je clique sur madamedussert.fr. Je suis dans cours troisième, thème 3. Je vais dans parcours 1, le monde microbien et notre organisme. Nous avons étudié ce qu'étaient les micro-organismes, des êtres invisibles à l'œil nu, notamment les micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire ceux qui vont entraîner une maladie. Nous avons étudié ce qu'était la contamination, lorsque des micro-organismes franchissaient nos barrières naturelles et entraient dans notre milieu intérieur. Nous avons vu ce qu'était l'infection, lorsque les micro-organismes se multipliaient et commençaient à envahir le milieu intérieur, ce qui entraînait des symptômes. Nous avons vu comment limiter la contamination et l'infection avec les mesures d'hygiène, les gestes barrières, les produits antiseptiques, les antibiotiques. Nous avons vu la dernière fois les défenses immunitaires rapides. Nous avons parlé notamment des phagocytes qui étaient capables de faire la phagocytose, c'est-à-dire ils sont capables d'étirer leurs membranes et d'englober des micro-organismes pour ensuite les détruire. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder les défenses immunitaires lentes. Quand on dit lent, ça veut dire qu'il va falloir plusieurs jours avant de les mettre en place. Nous avons à notre disposition l'activité, donc lorsque vous cliquez ici, vous allez retrouver l'activité. Et moi, de mon côté, eh bien, je l'ai mise, cette activité, je l'ai mise toute prête pour la faire ensemble avec déjà les réponses inscrites. Comme ça, on va regarder au fur et à mesure. Bien évidemment, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'essayer de faire l'activité tout seul, de ne pas tricher et ensuite, eh bien, de regarder progressivement les réponses grâce à ce tuto pour pouvoir remplir votre fiche. Donc, cette fiche d'activité, en tout premier, je vais la mettre. En gros, elle s'intitule « Troisième, thème 3, numéro 5, faire des expériences pour expliquer le mode d'action de nos molécules de défense ». Ce que l'on sait, lors d'une infection, les phagocytes interviennent très rapidement pour nous défendre. C'est les fameuses cellules dont j'ai parlé il y a quelques instants qui sont capables d'étirer leurs membranes pour englober les micro-organismes. Existe-t-il d'autres structures que nos phagocytes pour nous protéger? Donc en gros, disposons-nous d'autres choses que ces cellules de défense qui vont nous permettre d'éliminer ou de neutraliser les micro-organismes qui sont à l'intérieur de notre corps et qui sont en train de proliférer. Consigne numéro 1. Hypothèse. Donc l'hypothèse est déjà fournie, il n'y a pas à la rédiger. C'est la suivante. Nous possédons des molécules de défense. Cela implique que dans le sang, dépourvu de cellules, il reste des structures capables de nous protéger. Donc là, je viens de lire l'hypothèse et associé à cette hypothèse, il y a sa conséquence vérifiable. Une conséquence vérifiable, c'est lorsqu'on imagine que notre hypothèse est juste, ce que cela impliquerait. Donc si mon hypothèse est juste, s'il existe des molécules de défense, qu'est-ce que ça ferait? Eh bien, ça ferait que si j'enlève toutes les cellules de mon sang, par exemple, eh bien, il doit rester des petites structures pour me défendre. Puisque je vous rappelle que les molécules, ce sont des assemblages d'atomes. Ensuite, qu'un assemblage de molécules, c'est ce qui va permettre de constituer, par exemple, des cellules. Un assemblage de cellules, c'est ce qui va permettre de constituer un organe. Et un assemblage d'organes, c'est ce qui va faire un organisme, c'est-à-dire un corps. Donc les molécules, d'un point de vue échelle, sont bien plus petites qu'une cellule. C'est l'assemblage de molécules qui constitue les cellules. Et ce qui est plus petit que les molécules, ça serait les atomes. Alors, comment vérifier si j'ai vu juste? Comment vérifier qu'il y a quelque chose à l'intérieur du sang, différent des cellules, qui nous permettrait de nous défendre? Eh bien, pour cela, on peut faire des expériences. Alors, bien sûr, on ne va pas faire des expériences pour de vrai sur des souris, on va faire des expériences virtuelles. On utilise les souris parce que ce sont le modèle par excellence biologique, tout simplement parce que tout d'abord ce sont des mammifères, donc leur organisme est assez similaire du nôtre, même s'il y a quelques différences. Ensuite, ce sont de petits êtres vivants, donc ça veut dire que lorsqu'on fait des expériences, on peut les stocker facilement dans un endroit, et ensuite elles se reproduisent
très vite, donc ça nous permet d'avoir une grande quantité de sujets, et aussi elles sont assez gentilles et facilement manipulables, donc c'est vrai que souvent en SVT il y a des expériences avec les souris. Pour faire cette expérience, je peux utiliser un petit logiciel. Donc le logiciel, il est en lien sur le magnifique site de Madame Dussert. Donc ici, réaliser une expérience virtuelle. Lorsque je clique, si vous faites pareil à la maison, vous allez pouvoir tomber ici sur le petit logiciel qui permet de faire des expériences. Donc moi, si je regarde ma fiche d'activité, je dois réaliser en tout 4 expériences. Ces 4 expériences, eh bien, elles sont décrites au fur et à mesure dans l'application. Si j'écris ici suite, on va me décrire ce dont je dispose. Donc en fait, j'ai 2 souris, mais attention, il est très important en science de reproduire plusieurs fois les expériences pour être sûr qu'elles soient exactes, pour être sûr de leur véracité. Donc souvent, et ici c'est ce qui est représenté, lorsqu'on va faire l'expérience sur une souris, en réalité c'est comme si le scientifique reproduisait cette expérience une dizaine de fois. Dans mes 2 premières expériences, je vais injecter à mes souris juste une toxine bactérienne. Le mot toxine, ça veut dire que c'est une substance chimique que fabriquent les bactéries et qui est toxique, c'est-à-dire délétère pour les souris. Donc en gros, c'est l'équivalent d'une espèce de poison, de molécules qui vont attaquer, voire détruire nos cellules. Donc je prends ma souris, je lui injecte la toxine. Et je la repose dans une nouvelle cage. Je reproduis l'expérience, je prends une nouvelle souris, je lui réinjecte une toxine et ensuite je la redépose dans la cage. Ici, vous avez le temps qui s'écoule. On ne le voit pas très bien, mais il y a une petite barre. Donc, je laisse écouler une semaine et au bout d'une semaine, je note les résultats. Donc là, vous voyez qu'elle ne bouge plus. En fait, paix à leur âme, j'ai tué mes souris. Si je résume, qu'est-ce que je viens d'observer? Je viens d'observer que lorsque j'injecte une toxine bactérienne à mes souris, eh bien, elles meurent. Ça, c'est une observation. Qu'est-ce que je peux en déduire? C'est-à-dire, je vais essayer de donner du sens à cette observation, un lien par rapport à ce que je sais déjà sur le système immunitaire. Est-ce que nos souris sont parvenues à se défendre contre cette toxine? A priori, non, puisqu'elles sont mortes. Du coup, pour l'instant, dans ma déduction, je vais simplement pouvoir dire que le système immunitaire des souris ne permet pas de lutter, de combattre contre cette toxine. Cette toxine, elle est très efficace. Ces bactéries doivent être très virulentes, elles doivent en sécréter beaucoup. Et du coup, la quantité fait que malgré le système de défense des souris, elles ne parviennent pas à en guérir. Qu'est-ce que je vais pouvoir noter dans mon tableau de résultats? Donc, je vais noter le type d'injection que j'ai réalisé sur mes souris, ce que j'ai observé, et enfin la conclusion qu'on peut donner. Donc, comme je l'ai dit, on a mis aux souris une injection de toxines bactériennes. Elles sont toutes les 2 mortes. En réalité, elles représentent plusieurs dizaines de souris au bout d'une semaine. Et la conclusion, c'est que les défenses immunitaires des souris sont inefficaces contre la toxine bactérienne. N'hésitez pas à mettre pause pour noter les résultats. Je vais ensuite pouvoir passer à l'expérience numéro 2. Pour l'expérience numéro 2, je dispose de seringues supplémentaires. Ces seringues contiennent un antitoxine spécifique, ça veut dire une sorte de médicament qui va agir sur la toxine bactérienne qu'on injecte aux souris. Je recommence à nouveau mes expériences. J'attrape une première souris. Je lui injecte la toxine. Ensuite, je vais lui injecter de l'antitoxine. Et je vais la reposer dans la cage. Je fais pareil à la deuxième souris. Je lui injecte la toxine et je lui injecte l'antitoxine. Et à nouveau, je la dépose dans la cage. Je attends un petit peu
je laisse écouler une semaine. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien, la moitié des souris est vivante, tandis que l'autre moitié est morte. Dans mon tableau de résultats, je vais pouvoir à nouveau noter mes observations. Donc, pour les souris 1 et les souris 2, j'ai injecté de la toxine bactérienne et un produit, ce qu'on appelle l'antitoxine. Je constate que, bien, il y a une des deux souris, alors il n'y a pas d'importance, hein, vous pouvez avoir inversé, mais il y en a une qui est restée vivante, l'autre est morte. La moitié des souris a survécu. Conclusion, l'antitoxine est parfois inefficace et parfois efficace pour lutter contre la toxine bactérienne. C'est tout ce qu'on peut dire. On passe à la troisième expérience. La troisième expérience, vous allez remarquer qu'on a une souris supplémentaire. C'est la souris qui a survécu à l'expérience numéro 2. Cette souris, pour bien la reconnaître, on lui a mis un petit ruban rouge sur sa queue. On ne va pas la manipuler, mais par contre, on lui a prélevé ce qu'on appelle son sérum. Si on ne sait pas ce qu'est le sérum, eh bien on regarde en dessous du tableau et c'est noté, le sérum correspond au sang dépourvu de cellules sanguines. C'est-à-dire qu'on a pris le sang de la souris, mais on a enlevé toutes les cellules qu'il y avait dedans. Donc en gros, il n'y a plus de phagocytes, il n'y a plus de globules rouges, d'hématies, il n'y a plus de cellules sanguines, quelles qu'elles soient. Normalement, vous me voyez un petit peu venir. J'ai enlevé les cellules, mais j'ai laissé ce qu'il y a de plus petit que les cellules, c'est-à-dire j'ai laissé les molécules. Mais en tout cas, on va prélever ce liquide, entre guillemets, du sang de la souris survivante et on va pouvoir l'injecter à d'autres souris. Donc, j'attrape une souris. Je lui injecte la toxine. Et cette fois-ci, je lui injecte le sérum des souris survivantes, c'est-à-dire le liquide du sang de la souris qui a la queue marquée en rouge. Je vais pouvoir faire pareil à mon autre lot de souris. Toxine, sérum. À nouveau, je la mets dans la cage B. J'attends une semaine. À votre avis, que va-t-il se passer? Suspense. Eh bien, au bout d'une semaine, on voit que nos deux souris, qui représentent plusieurs dizaines de souris, vont très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, il y avait quelque chose dans le sérum qui a permis à ces souris-là de combattre la toxine et de survivre. Puisque d'après l'expérience 1, on sait que si on injecte la toxine, les souris auraient dû mourir. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Ce sérum, il ne contient pas de cellules. Donc ça ne peut pas être des cellules de défense qui leur ont permis de combattre la toxine. Si ce ne sont pas des cellules, ce sont forcément des molécules. Donc dans le sérum, apparemment, il y a des molécules de défense. Dans notre tableau, on va pouvoir le noter. Donc à la souris 1, à la souris 2, on a injecté des toxines bactériennes plus du sérum. Toxines bactériennes plus le sérum de la souris survivante de l'expérience numéro 2, c'est-à-dire de celle-ci. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, les deux lots de souris survivent. Qu'est-ce qu'on en conclut? Eh bien, on en conclut qu'il y a quelque chose dans le sérum des souris survivantes qui a combattu la toxine bactérienne. Et on va pouvoir passer à la dernière expérience, qui va apporter un petit peu plus de précision sur ces molécules de défense. Expérience 4. Donc là, cette fois-ci, on a repris les souris précédentes qui venaient de survivre. Et c'est celles-ci qu'on va manipuler. Donc ces souris, je les attrape, et là, directement, je fais preuve de cruauté, je vais leur injecter la toxine, mais rien d'autre. Rebelote, pour celle-là, injection de toxine, mais rien d'autre. Et j'attends. Je laisse écouler le temps
et je regarde ce qui se passe pour mes souris. A priori, cette toxine, elle est très virulente, elle est très toxique, donc elle devrait tuer mes souris. C'est l'expérience 1. Et là, je m'aperçois qu'au bout d'une semaine, eh bien, mes 2 souris ont survécu. Enfin, mes dizaines de souris. Ce qui signifie qu'apparemment, je n'aurais rien injecté d'autre que la toxine. Donc apparemment, elles avaient elles-mêmes quelque chose dans leur sang qui leur a permis de combattre la toxine. C'est-à-dire que précédemment, elles ont déjà rencontré la toxine. À ce moment-là, leur corps leur a permis de fabriquer quelque chose pour combattre cette toxine qui a dû rester dans leur sang. Et lors de l'injection suivante, eh bien, ce quelque chose qui était dans leur sang a dû leur permettre de le combattre. Ce quelque chose, on avait déjà peut-être entendu parler, ce sont des molécules de défense, évidemment, hein, puisque ça ne peut pas être des cellules. Et ces molécules, elles portent un nom, on appelle ça des anticorps. Donc dans mon tableau, je peux noter que j'ai injecté directement des toxines bactériennes, mes 2 lots de souris ont survécu, ce qui signifie, conclusion, la souris survivante, qui a déjà rencontré la toxine dans l'expérience 3, a fabriqué quelque chose qui combat les toxines. Chaque fois qu'on rencontre un micro-organisme dans notre vie, eh bien, pour lutter contre ce micro-organisme, on fabrique des molécules de défense. Ces molécules de défense, je l'écris ici, même si pour l'instant on ne connaît pas leur nom, c'est ce qu'on appelle des anticorps. Là, pour le coup, on va dire des anticorps antitoxines, puisqu'ils ont lutté contre la toxine. On va aller voir d'un peu plus près à quoi ressemblent ces anticorps. Faire le schéma de ces structures observées au microscope et électronique. Alors, à quoi ressemblent des anticorps? Pour le savoir, en réalité, il n'y a rien de plus simple. Hein. Il faut aller prélever une goutte de sang à ces souris et aller l'observer au microscope. Donc là, c'est ce que nous permet de faire le logiciel. On dispose d'un microscope électronique. Les microscopes électroniques sont des microscopes qui permettent de grossir énormément. Et étant donné qu'on veut observer des molécules, c'est ce dont on a besoin. Si je grossis dans un premier temps, dans une goutte de sang, je vais observer. Alors attention, hein, les couleurs sont fausses. Ce sont bien sûr des couleurs rajoutées après pour bien identifier les structures. Donc ici, c'est le liquide du sang, le plasma. Et dans ce plasma, j'observe ici des petites structures jaunes. Je vais grossir encore. Ces structures, elles ressemblent un peu à un Y. Eh bien, ce sont des anticorps. Pour les dessiner, je peux utiliser ici un modèle en 3 dimensions. Donc, on voit bien que notre anticorps, il ressemble un peu à un Y. Il a une espèce de corps. Et avec son corps, il a 2 bras. Un corps, 2 bras. Et au bout de ces bras, eh bien, il y a ce qu'on appelle des sites de fixation. C'est en quelque sorte comme des petites pinces. Et ces sites de fixation vont permettre d'accrocher quelque chose, des molécules étrangères. Donc ici, j'ai bien mon anticorps. Et ici, j'ai un site de fixation. Donc ce dessin-là, je peux le refaire moi sur ma fiche d'activité, en simplifiant bien sûr. Alors moi, hop, j'ai triché, j'ai fait une copie écran, mais vous de votre côté, vous pouvez dessiner tout simplement une espèce d'Y avec des petits bouts ici, capables d'attraper, alors vous allez voir que ce n'est pas forcément rond, hein, mais d'attraper des molécules étrangères. Donc ça, c'est le schéma d'un anticorps. La question suivante, on va préciser comment fonctionne un anticorps. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Petit 3, décrire le mode d'action de ces structures. Comment ça marche? Si je regarde la suite, je vais m'apercevoir qu'en fait, ici, à la surface des micro-organismes, donc ça par exemple c'est une bactérie, il y a des petites molécules. Ces molécules, c'est ce que j'appelle des molécules étrangères. Notre corps, il ne les connaît pas, ces molécules, elles ne sont pas à nous. Des molécules étrangères, ça porte un nom. On va appeler ça des antigènes. Donc un antigène, c'est une molécule qui n'appartient pas à notre corps, que notre corps va forcément reconnaître comme différente de nos propres molécules. Et si c'est différent, forcément, notre corps va vouloir s'en défendre.
va vouloir l'attaquer. Donc ici, sur un micro-organisme, on distingue des petites molécules étrangères. Par exemple, ça peut être la bactérie qui cause, on va imaginer, qu'est-ce qu'elle pourrait causer? Le tétanos. Donc ici, ces petites molécules-là sont caractéristiques des molécules liées à la bactérie du tétanos. Pour les combattre, il va falloir que notre corps fabrique des anticorps qui sont adaptés à ces molécules-là. C'est-à-dire que le bout des bras, l'extrémité des bras, va posséder un site de fixation spécifique à ces molécules, à ces antigènes. C'est-à-dire un site de fixation qui est précis, qui permet parfaitement de s'emboîter à ces antigènes-là. Donc, en réalité, ça ne ressemble pas à des triangles, des carrés ou des ronds, ça a des formes tridimensionnelles beaucoup plus complexes, mais on a simplifié les choses pour pouvoir les schématiser. Donc là, notre bactérie, eh bien, on voit bien que si on a un anticorps avec un site de fixation rond, eh bien, notre anticorps ne va pas pouvoir l'attraper. Avec un site de fixation carré, non plus. Il va donc falloir, pour attraper l'extrémité de cette molécule, eh bien, des bras avec une extrémité adaptée à cette forme ici, donc là, un triangle. De la même façon, eh bien, cette bactérie-là va pouvoir être attrapée par cet anticorps-là, parce que son site de fixation permet d'accrocher ici cet antigène. Et ici, cet anticorps-là va pouvoir attraper cet antigène-là, puisque là, le site de fixation est adapté. Donc, si je résume, les anticorps sont des molécules dont la morphologie, en fait, la forme, est adaptée précisément à des molécules étrangères. C'est-à-dire que les anticorps sont spécifiques à des antigènes. Lorsqu'un anticorps attrape un antigène, il va se former une espèce de liaison et on va appeler ça un complexe anticorps-antigène. Ça veut dire que notre molécule de défense s'est accrochée à une molécule étrangère. Si vous êtes observateur, vous allez constater que nos anticorps ont deux bras, ce qui signifie qu'ils vont pouvoir attraper deux antigènes. Étant donné qu'ils n'attrapent pas forcément deux antigènes de la même bactérie, ils vont pouvoir attraper des antigènes situés par exemple sur deux bactéries côte à côte. Et petit à petit, en accrochant comme ça les bactéries, il va se former une espèce de complexe géant, c'est-à-dire que toutes les bactéries vont être ligotées les unes à côté des autres. Ça va former une espèce de gros conglomérat. Nos bactéries sont ligotées, elles ne peuvent plus bouger, elles ne peuvent plus se multiplier. On va dire qu'elles sont neutralisées. Elles ne sont pas encore détruites. Ce ne sont pas les anticorps qui vont détruire les bactéries. Leur rôle essentiel, c'est d'aller se fixer sur des antigènes et ainsi de former ces complexes géants pour neutraliser les bactéries. Donc, si je résume, on a vu ici qu'il y avait des anticorps dans le sang des souris. Ces anticorps, on a vu qu'ils sont constitués, on va dire, d'une tige et de deux bras avec un site de fixation bien particulier. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les antigènes, ce sont les molécules étrangères à la surface des micro-organismes, et ce qu'on appelle les anticorps, ce sont nos molécules de défense. Pour aller plus vite, on peut écrire AG pour antigène, AG, et AC pour anticorps, puisque dans anticorps, il y a un A et un C. C'est une abréviation nationale. On peut utiliser cette abréviation pour simplifier les choses. Il va se former des complexes anticorps, antigènes. Et à chaque fois, ces complexes reposent sur le fait que l'anticorps est adapté à la forme de l'antigène. Du coup, lorsque on forme des complexes anticorps, antigènes, qui c'est qui va pouvoir les détruire à votre avis, ces complexes? Puisque pour l'instant, nos bactéries sont seulement neutralisées. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Ici, sur mon schéma, l'échelle n'est pas respectée. Puisque là, vous voyez une bactérie qui est une cellule, qui est quasiment plus petite qu'un anticorps, qui est une molécule.
Ce n'est pas possible. Les molécules, les antigènes et les anticorps sont beaucoup plus petits, 100 fois plus petits, voire 1000 fois plus petits que les cellules. Mais c'est pour simplifier les choses. Eh bien, ce sont les phagocytes. Les phagocytes arrivent et ils vont pouvoir directement englober tous les complexes anticorps-antigènes en un seul coup. Au lieu de courir après chaque bactérie, et si jamais les bactéries en plus sont très virulentes et se multiplient très rapidement, et bien parfois les phagocytes sont dépassés, et bien les anticorps, eux, ils viennent en quelque sorte porter secours, donner main forte à nos phagocytes pour leur faciliter la tâche. Donc en formant ces complexes, ils regroupent toutes les bactéries ensemble, ils les neutralisent et les phagocytes n'ont plus qu'à s'étirer et englober l'ensemble. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc ici, sur ma fiche d'activité, je peux soit écrire directement la réponse en disant que les anticorps se fixent sur les antigènes pour former des complexes anticorps-antigènes, soit je peux dessiner les complexes. Donc on voit bien ici que les anticorps sont spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement adaptés, puisqu'un anticorps avec des bras ronds va pouvoir fixer des antigènes ronds, et les anticorps avec des bras carrés vont pouvoir fixer des antigènes carrés, et pareil pour la forme triangulaire, ce qui neutralise les bactéries. Je peux passer à la question numéro 4. Madame Dussert est séropositive pour la varicelle. Que cela signifie-t-il? Donc cette réponse, cette question, elle repose en fait sur une question de vocabulaire. On va essayer de deviner, de trouver et de dire ensemble ce que signifie le mot séropositif. Est-ce que ça signifie que Madame Dussert ne va pas tarder à mourir du sida? Que Madame Dussert possède des anticorps anti-varicelle dans son sang? Ou que Madame Dussert possède des antigènes de la varicelle dans son sang? Pourquoi cette question? Parce que parfois, certains journalistes font preuve de ce qu'on appelle un abus de langage. Souvent, on entend parler dans les médias qu'une personne est séropositive ou qu'un individu est séropositif. Et ce terme implique la plupart du temps que la personne en réalité a été contaminée par le VIH. Le VIH, c'est le virus du sida. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler de ces affirmations, peut-être pas, ce n'est pas grave. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on dit qu'une personne est séropositive, positif, ça veut dire qu'il y a présence de quelque chose, séro, ça vient de sérum, ça veut dire que dans le sérum de la personne, il y a des molécules de défense. Donc une personne séropositive, ça signifie tout simplement qu'elle possède des anticorps. Sauf que, comme vous l'avez compris précédemment, il existe une multitude d'anticorps et les anticorps sont particuliers à un antigène précis. Donc dire qu'une personne est séropositive, c'est-à-dire qu'elle possède des anticorps, n'a aucun sens. On devrait dire qu'elle possède des anticorps, mais préciser contre quoi. Donc une personne atteinte du VIH, une personne qui va contracter le sida, on devrait dire qu'elle est séropositive pour le VIH. Donc qu'elle possède dans son sang, si on lui fait une analyse de sang, des anticorps anti-VIH, puisqu'étant donné qu'elle a été contaminée par le VIH et infectée, elle a essayé de se défendre contre ce micro-organisme en fabriquant des molécules de défense, les anticorps. Du coup, si on lui fait une prise de sang, on va retrouver ces anticorps dans son sang. Alors, on retrouve ces anticorps pendant une certaine période de temps. Au bout d'un moment, ils vont être éliminés. Donc moi, si on me fait une prise de sang, étant donné que j'ai déjà eu la varicelle, on va retrouver dans mon sang des anticorps anti-varicelle. Puisque j'ai combattu la varicelle, j'ai fabriqué des molécules de défense contre elle. Donc j'ai des anticorps anti-varicelle. Je suis séropositive pour la varicelle. Mais bien évidemment, je ne suis pas séropositive pour tous les micro-organismes, seulement ceux que j'ai déjà rencontrés. Pour les autres, je suis ce qu'on appelle séronégative. Donc, est-ce que je ne vais pas tarder à mourir du sida? Étant donné que je n'ai jamais rencontré le virus du VIH,
Eh bien, non, ce n'est pas le cas. Est-ce que je possède des anticorps antivaricelles, étant donné que j'ai déjà eu la varicelle? Oui. Est-ce que je possède des antigènes de la varicelle dans mon sang? Eh bien, cela va dépendre si j'ai été contaminée ou pas, il y a longtemps ou pas. Moi, dans mon cas, ça fait longtemps. Mais j'aurais pu être contaminée, par exemple, il y a quelques semaines, quelques jours plutôt. Ce qui signifie que peut-être dans mon sang, il me reste encore des virus pour la varicelle. Donc, dans ce cas-là, on va répondre pas forcément. Donc, lorsqu'on est séropositif pour quelque chose, ça veut dire qu'on l'a combattu, donc on possède des anticorps contre ce micro-organisme, et peut-être ou pas que ce micro-organisme est encore dans notre sang. S'il est encore dans notre sang, ça veut dire qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps. S'il n'y est plus, ça veut dire qu'on a contracté ce micro-organisme, cette maladie qu'il a entraînée il y a longtemps. À présent, dernière question, la question 5. Valider ou non l'hypothèse de départ et conclure sur ce nouveau moyen de défense que l'on possède. Alors, l'hypothèse de départ, je vous la remets, c'était nous possédons des molécules de défense. Cela implique que dans le sang dépourvu de cellules, il reste des structures capables de nous protéger. Eh bien, on a vu que oui, puisque si on n'utilise que le sérum des souris survivantes, cela permet à des souris de survivre. C'est grâce à nos anticorps. Donc, dans ma conclusion, je vais pouvoir noter l'hypothèse de départ est validée. Nous possédons des molécules de défense, les anticorps. Ces molécules sont spécifiques à un antigène précis. Ça veut dire qu'elles sont vraiment adaptées à lui. Ce qu'on appelle un antigène, c'est tout simplement une molécule étrangère. Ces molécules, là je parle de mes anticorps, neutralisent les micro-organismes. Étant donné que j'ai terminé mon activité, je peux m'auto-évaluer. Compétence 13, réaliser et donner du sens à un protocole expérimental. Alors ici, c'était un protocole numérique, mais tout de même, il a fallu réaliser expérience par expérience et noter nos résultats. Donc, pour vérifier si j'ai bien réussi cette compétence-là, je lis l'indicateur de réussite, j'ai suivi les consignes pour réaliser les expériences proposées, j'ai noté les résultats obtenus et je les ai analysés, puis j'en ai tiré une conclusion. Si on est bien parvenu à faire tout ça, curseur vers la droite. Si on n'est pas bien parvenu, curseur vers la gauche. Et il faudra un petit peu améliorer ça pour la prochaine fois. On peut s'interroger et se poser la question d'où proviennent nos anticorps. On sait que c'est notre corps qui les fabrique pour se défendre, mais on peut trouver plus précisément comment ils sont fabriqués. Pour cela, je vous propose une vidéo. Donc, d'où proviennent les anticorps? Vidéo. On va la mettre en plein écran. Alors, on nous parle de cellules de défense qui s'appellent les lymphocytes. Ici, voici des lymphocytes. Ces lymphocytes, on va voir que lorsqu'un micro-organisme rentre dans notre corps, ils vont dans un premier temps se multiplier. Ils se multiplient, ils deviennent très nombreux. Plus on est nombreux, plus on est fort. Parce que vous voyez la quantité de lymphocytes qu'on a. Et à l'intérieur de ces lymphocytes, si on regarde bien précisément comme ici, on va voir qu'il y a une espèce de transformation. Le lymphocyte va devenir capable de libérer, là aussi, regardez, il se transforme, et il va pouvoir libérer des centaines de milliers d'anticorps pour partir à l'attaque. Donc ça, c'est une vidéo qui est assez intéressante et surtout assez rare, où on voit directement les lymphocytes se multiplier et ensuite se mettre à fabriquer les anticorps, nos fameux petits missiles à tête chercheuse. Si je remets ici mon diaporama, donc là voici une goutte de sang avec ici le liquide du sang, le plasma, ici les globules rouges qu'on appelle les hématies. Voilà ici un lymphocyte.
Donc un lymphocyte, c'est un globule blanc, c'est-à-dire c'est un leucocyte, c'est une cellule de défense. Différente des phagocytes, donc pour l'instant, cellules de défense, on en connaît deux, on connaît les phagocytes, et à présent on connaît les lymphocytes. Donc les lymphocytes qu'on voit ici, apparemment, ils sont capables, dans un premier temps, de venir reconnaître, parce qu'ils ont des petits capteurs à leur surface, de venir reconnaître les molécules étrangères de la bactérie qui nous attaque. Une fois qu'ils les ont reconnues, ils vont pouvoir tout d'abord se multiplier, parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Et une fois qu'ils se sont multipliés, eh bien, ils vont pouvoir libérer les anticorps qui vont venir attaquer le micro-organisme pathogène. Si je résume, lorsqu'on se fait attaquer par des micro-organismes, dans un premier temps, il y a des cellules sentinelles, qui sont des cellules d'alerte, qui vont prévenir nos phagocytes que des micro-organismes ont contaminé notre milieu intérieur et sont en train de l'infecter. Ces cellules sentinelles, elles permettent aussi à nos phagocytes de sortir des vaisseaux sanguins. Nos phagocytes arrivent sur le lieu du crime et ils vont commencer à s'étirer pour englober par exemple les bactéries. Sauf que parfois, ces bactéries, elles sont un peu trop virulentes et elles se multiplient trop vite. Nos phagocytes sont dépassés. Arrive du coup notre deuxième ligne de défense. On va avoir des lymphocytes qui de leur côté aussi vont aller examiner l'ennemi. Donc eux, ils vont s'approcher, ils vont vérifier de quel antigène est constituée la bactérie pathogène, c'est-à-dire que grâce à leur capteur, ils vont vérifier de quel type d'antigène il s'agit. Lorsqu'un lymphocyte reconnaît une molécule d'antigène, il va se multiplier pour être extrêmement nombreux. Lorsqu'il est nombreux, lorsqu'on se retrouve avec des milliers de lymphocytes, il va se mettre à fabriquer des centaines de milliers, même des millions d'anticorps qu'il va alors pouvoir déverser à l'intérieur du sang. Nos petits anticorps, bien évidemment, vont se promener dans tout le corps et lorsqu'ils arrivent sur le lieu de l'infection, ils vont pouvoir aller se fixer sur les antigènes, former des complexes anticorps-antigènes et neutraliser les bactéries. Et là, les phagocytes, ça leur facilite la tâche. Ils vont pouvoir phagocyter les complexes anticorps-antigènes. J'espère que c'est assez clair. Sinon, eh bien, n'hésitez pas à me poser des questions sur Pronote. La leçon, sous le grand E, on va pouvoir recopier. Donc, si ça va un peu trop vite, faites des pauses. Notre organisme fabrique des molécules de défense, les anticorps, qu'on peut aussi écrire AC. Une personne est dite séropositive pour un microbe précis lorsque son sang contient des anticorps pour ce microbe, car elle a été en contact avec celui-ci. Donc par exemple, dans notre contexte, nous, de Covid-19, si une personne a rencontré le Covid-19, le virus, eh bien cette personne est dite séropositive et elle va posséder dans son sang des anticorps anti-Covid-19. Notre organisme reconnaît les molécules différentes des siennes. Ce sont des antigènes. Donc toutes les molécules différentes des nôtres, les méchantes molécules, on les appelle les antigènes. Les anticorps fabriqués sont spécifiques des antigènes présents. Donc spécifiques, ça veut dire qu'ils sont adaptés, ils sont vraiment précis. Ils se fixent sur les antigènes pour les neutraliser. Leur intervention facilite le travail des phagocytes qui englobent les complexes anticorps-antigènes. Ce sont certains leucocytes, je vous rappelle que ça veut dire globule blanc, cellules de défense, qu'on appelle les lymphocytes B, qui reconnaissent l'antigène, se multiplient dans les ganglions lymphatiques. Je vous rappelle que les ganglions, vous en avez sur tout votre corps et on avait dit que lors d'une infection, ils gonflaient. Et bien maintenant, on sait pourquoi ils gonflent. C'est parce qu'à l'intérieur, les lymphocytes B se multiplient. C'est bon signe donc lorsqu'on a un ganglion qui gonfle. Ça veut dire qu'on met en place nos cellules de défense et nos réactions immunitaires et fabriquent des anticorps. Donc nos anticorps, ils n'arrivent pas par magie dans notre sang, ils ont été libérés par les lymphocytes.
Et s'ils sont spécifiques à des antigènes, c'est tout simplement parce que les lymphocytes, dès le départ, ont reconnu les antigènes qui nous attaquaient. Voilà, c'est terminé mes élèves de 3e. Vous savez tout à présent sur les réactions immunitaires lentes de notre organisme. On dit lentes parce que le temps de fabriquer les anticorps, le temps de les libérer, il faut en général entre 4 à 5 jours. Contrairement à la réaction rapide avec les phagocytes, où au bout de quelques heures, les phagocytes sont déjà en train de nous défendre. Donc là, c'est une réaction un peu plus lente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et pour l'instant, je vous dis à la prochaine fois. À bientôt mes élèves.